Bonsoir, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Studio Lacan. Ce soir, nous discuterons de l'impact de l'intelligence artificielle sur les nouvelles modalités de gouvernance. Notre invité du Divan dans le Monde, Antoinette Rouvroy, nous expliquera comment l'utilisation des big data et des algorithmes a des implications épistémologiques, éthiques et politiques inédites dans l'histoire humaine. Nous entendrons ensuite Caroline Doucet, pour l'actualité de la psychanalyse, qui parlera du distinguo crucial entre l'abord du langage par la machine et la façon distincte dont l'être humain y est conditionné au langage, dans la prise de son corps vivant. Bonsoir Antoinette Rouvroy et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Vous êtes philosophe et docteur en sciences juridiques. Vous avez publié en 2007 et en anglais Gènes humains et gouvernance néolibérale, une critique foucaldienne. Et en 2011, toujours en anglais, Droit, intervention humaine et informatique autonome. La philosophie du droit rencontre la philosophie de la technologie. Vous travaillez en effet beaucoup et depuis de nombreuses années sur les enjeux politiques et sociaux des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Votre question de prédilection est celle de la gouvernementalité algorithmique et de la place que le sujet y occupe. Alors, bon, comme vous êtes une amie de la psychanalyse, vous étiez déjà intervenue à People 8 et puis plus récemment à Rennes dans le cadre du campus psy consacré à l'intelligence artificielle. Peut-être que vous accepterez de commencer par nous dire ce qui fait votre intérêt, votre accroche aux algorithmes et à l'IA, puis de nous préciser peut-être l'empan de vos recherches sur ces systèmes qui fonctionnent donc avec les big data organisés par les algorithmes. Bien. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je suis absolument ravie d'être là, un peu intimidée aussi. Alors, mon accroche aux algorithmes, aux big data, à la gestion finalement de l'incertitude par des machines et aux raisons pour lesquelles justement on confie à des machines la charge de gérer pour nous l'incertitude, finalement je la tiens d'une sorte d'interrogation. Aujourd'hui, on nous présente l'intelligence artificielle comme quelque chose qui tombe un peu du ciel, hein, à quoi nous devrions nous adapter, non pas l'adopter après réflexion, mais nous y adapter. Or, il me semble que cet engouement pour les big data, qu'on peut dire même le dataïsme, une sorte de religion de la donnée aujourd'hui, et l'engouement pour l'intelligence artificielle, m'apparaissent plutôt comme des sortes de symptômes de transformations qui se passent ailleurs, qui se produisent ailleurs. Symptômes, à mon sens, d'abord d'une sorte de crise de la représentation. C'est-à-dire que la représentation humaine, le rapport humain, a une complexité qui nous apparaît de plus en plus aiguë, devient problématique. Nous ne voulons plus de la représentation non plus. Pourquoi de la représentation humaine? Parce que la représentation humaine nous semble toujours un peu suspecte, un peu idéologiquement suspecte, toujours un peu trop partiale, évidemment engluée dans toute une histoire de colonialisme, de rapports extrêmement genrés que le pouvoir entretient avec le réel, etc. Et donc, l'idée d'une sorte de rapport enfin objectif au réel grâce aux données, vous voyez. Donc, c'est bon, d'abord le refus de la représentation humaine, mais aussi une conscience de plus en plus aiguë
de la contingence ou de l'indétermination ontologique qui affecte les environnements, les environnements biophysiques, mais aussi les relations politiques que nous pouvons avoir ou la situation géopolitique. Nous sommes à une époque où la crise, la notion de crise n'est plus interprétée comme l'exception, mais la règle. Et donc, face à cette crise, à cette conscience aiguë de la contingence, il y a cette sorte, il me semble, de mythe de l'intelligence artificielle, ou cette sorte de croyance, ou de cette utopie que la complexité extrême à laquelle nous avons à faire face serait miraculeusement résolue dans la boîte noire des algorithmes. Alors avec l'IA, vous notez très justement que nous ne sommes plus dans la critique foucaldienne du biopouvoir. Pour définir l'objet de vos recherches, vous avez forgé notamment, Anne le disait, le terme de gouvernementalité algorithmique. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors nous ne sommes plus me semble-t-il, dans la critique du biopouvoir, ou alors, pourrait-on dire, nous sommes dans une sorte de biopouvoir à la fois infra et supra-individuel, ou infra et supra-humain. C'est-à-dire que l'unité instrumentale du pouvoir aujourd'hui n'est plus l'individu, n'est plus la population, ce sont plutôt ce que j'appelle les phéromones numériques, c'est-à-dire des fragments infrapersonnels d'existence quotidienne, qui sont agrégés, c'est-à-dire au départ duquel on fait des calculs de corrélation à l'échelle supra-individuelle, puisqu'il s'agit plutôt d'une échelle industrielle. Et donc, si vous voulez, le sujet, que ce soit le sujet individuel ou le sujet collectif, est tout simplement contourné. C'est-à-dire que ce que j'appelle la gouvernementalité algorithmique est tout à fait indifférent au sujet, à la fois dans ce qui le caractérise dans sa vie singulière et ce qui rattache sa vie singulière à des contextes collectifs. Ce qui induit évidemment que on a affaire à quelque chose d'assez neuf qui ne se confronte plus à un sujet dont ni au maître d'antan. Ni au maître d'antan, c'est-à-dire qu'on a cette sorte, c'est évidemment une illusion, mais l'illusion d'une sorte de gouvernement immanent au réel lui-même. D'ailleurs, si vous savez, Jacques Rancière, par exemple, dans Le partage du sensible, expliquait que une des fonctions fondamentales de l'institution a été de distinguer ce qui relève du signal et de ce qui relève du bruit. Dans la Grèce antique, les discours des hommes notables relevaient du signal. Les bavardages des femmes, que nous sommes, des esclaves et des enfants, relevaient du bruit et donc ne devaient pas être pris en compte. Vous voyez, c'est cette notion finalement de pouvoir qui est ou d'institution qui finalement institue une esthétique politique. Ici, dans le cadre de la gouvernementalité algorithmique, il n'y a plus d'esthétique politique. En tout cas, on a l'impression qu'il n'y a plus d'esthétique politique, puisque la distinction entre signal et bruit ne dépend plus d'une institution surplombante, mais plutôt de calculs immanents à la réalité sociomédiatique. Donc, l'importance, le poids relatif de chaque signal, c'est-à-dire de chaque donnée numérique, va dépendre non pas d'une signification a priori, mais de la possibilité que ce signal insignifiant par ailleurs puisse être enrôlé dans des calculs de corrélation qui se passent sur des très grands nombres. Donc on a une impression de très grande... finalement, donc il y a l'évacuation du sujet, et puis il y a la façon dont les décideurs se saisissent de ces... Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, à travers cela, ce qui arrive, c'est une sorte d'aplatissement ou de régime d'indistinction entre ce que Deleuze appelait le plan de consistance et le plan d'organisation. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté les concepts et de l'autre côté le monde, mais c'est comme si les concepts n'avaient plus à être produits à propos du monde, comme si le savoir n'avait plus à être produit à propos du monde, mais était immanent au monde de données, toujours déjà là, et découvert par la grâce des algorithmes automatiques. Oh, ça rejoint ma question suivante. C'est-à-dire que l'une des préoccupations majeures produites par l'émergence et le développement exponentiel de l'IA dans tous les secteurs de la décision humaine, dans tous les secteurs où la décision humaine
prévalait auparavant concerne ce qu'on appelle la boîte noire de l'IA. Vraiment, les entrées, les datas, la conception du modèle et les sorties, c'est-à-dire les réponses, tout ça est assez observable. Mais finalement, les processus exacts qui conduisent des premières aux dernières, ça reste opaque. Et donc, voilà, il me semble que ça pose vraiment la question de notre rapport au savoir et à la vérité. Est-ce que ce rapport au savoir et à la vérité n'en est pas considérablement modifié ? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que les processus internes aux boîtes noires sont des processus qui mettent en œuvre de la statistique, c'est-à-dire de l'induction. L'induction statistique, elle n'est pas traduisible sous une forme linéaire, langagière, linguistique. Donc, si vous voulez, on a affaire à des systèmes qui ne rencontrent jamais que leurs effets et qui se désintéressent tout à fait des causes. Bon, ça, c'est une première chose qui distingue évidemment les produits informationnels ou l'information opérationnelle qui est générée par les machines et qui s'apparente davantage à des insights, comme on dit notamment dans la finance, qu'à du savoir. Un savoir, qu'est-ce que c'est ? Un savoir, c'est toujours collectif. Un savoir, ce sont des énoncés qui ont passé un certain nombre d'épreuves de véridiction qui sont à chaque fois propres à chaque discipline. Et donc, le savoir est fondamentalement collectif. Alors qu'un insight opérationnel, lui, ne gagne pas en valeur lorsqu'il est partagé, mais au contraire, il va gagner en valeur lorsqu'il est détenu par un seul agent. Si vous voulez, l'enjeu ici, c'est vraiment de gagner en vitesse sur la décision, de devenir de plus en plus agile. Et donc, on est finalement dans une sorte d'écologie de l'ignorance, dans laquelle l'objectif n'est plus l'obtention d'un savoir, mais l'obtention d'une information opérationnelle de nature éminemment spéculative et apprenante. C'est-à-dire que il est vrai que pas plus que le savoir humain, les modèles algorithmiques ne produisent d'énoncés adéquats au réel, ce qui serait absolument de toute façon impossible. Mais ils contiennent cette sorte de promesse où nous projetons sur ces algorithmes une sorte de promesse de totalisation d'un savoir adéquat, mais qui n'est jamais que promesse et qui n'est jamais qu'apprentissage continu. Alors, par rapport à cette question de la boîte noire, bien souvent, on nous présente le problème comme étant justement celui-là, qu'on ne va pas transmettre ou sous-traiter la décision aux algorithmes parce que précisément nous ne savons pas comment fonctionne la boîte noire. Mais un cerveau humain n'est pas davantage, n'est pas une boîte beaucoup plus claire. En outre, il me semble que le problème fondamental n'est pas l'opacité des algorithmes, mais bien plutôt le déni de l'opacité du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des algorithmes dont on prétend qu'ils vont être capables de métaboliser la complexité qui échappe à la prise de l'esprit humain parce que trop compliqué, on a cette idée finalement que grâce aux algorithmes, nous n'avons plus à nous confronter sur un mode conceptuel, sur un mode institutionnel, sur un mode conventionnel, à l'indéterminabilité du monde, donc au réel. C'est en ce sens, si vous voulez, qu'il y a une sorte de court-circuit qui nous est promis par cette algorithmisation du monde, court-circuit du rapport traumatique que nous avons au réel et l'idée qu'on serait dispensé du trauma de la représentation. Parce que la représentation, c'est toujours une sélection. Or, grâce aux algorithmes, nous n'aurions plus à sélectionner, puisque tous les signaux peuvent être pris en compte. La boîte noire, le souci également, c'est qu'on n'a pas de contrôle, finalement, sur les processus, justement, entre les entrées et les sorties. On n'a aucun moyen. Il y a les big data et les algorithmes et la statistique, mais il y a aussi le deep learning, dont on ignore en fait l'articulation du réseau, de ce que nous on appelle raisonnement, justement, du réseau de neurones. Voilà, tout à fait. Et le côté boîte noire fait qu'on n'a pas ce contrôle aussi. Alors, il faut un peu relativiser cette idée aussi, qui est très pratique pour les concepteurs et pour les utilisateurs industriels et gouvernementaux de ces algorithmes qui disent de toute façon on ne peut rien en savoir.
on ne peut pas savoir certaines choses, d'autres choses, on le sait. Par exemple, un algorithme, si vous voulez, comment décrire un algorithme de machine learning? On pourrait dire que c'est une sorte d'imagination artificielle. C'est-à-dire que l'algorithme fragmente le monde en une multitude de données extrêmement discrètes et abstraites. L'enfer est pavé de bonnes abstractions, dit-on. Donc, ce sont que des unités extrêmement abstraites, décontextualisées, désindexées, etc. Donc, qui ne fonctionnent plus comme des signes signifiants, mais comme de purs signaux calculables. Ensuite, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a une sorte de curiosité automatique, c'est-à-dire qu'elle va corréler dans tous les sens. Elle va détecter des corrélations qui peuvent signifier des choses très différentes. C'est-à-dire quand vous avez une corrélation entre un point A et un point B qui évoluent ensemble un certain nombre de fois, on va dire qu'on a une corrélation qui va produire une sorte de modèle prédictif. Mais on ne sait pas la raison pour laquelle c'est corrélé. Ça peut vouloir dire que A cause B, que B cause A, ou que C qu'on n'a pas vu cause A et B. Oui, alors voilà. C'est ce qu'on appelle les hallucinations des algorithmes. Vous voyez mais au fond, cette curiosité artificielle, dont on pourrait se dire, elle est finalement absolument déliée de toute intentionnalité humaine, et donc soi-disant objective, et en tout cas impartiale, si ce n'est objective. Néanmoins, elle est bornée. Elle est bornée par quoi? Par ce qu'on appelle la fonction objective d'un algorithme, ou la fonction coût, qui est la formalisation de ce que celui qui a décidé de fabriquer ou d'utiliser l'algorithme a comme intérêt sectoriel à maximiser. C'est le principe d'alignement? C'est en quelque sorte. C'est lié au principe d'alignement, mais on n'utilise pas un algorithme pour n'arriver à rien. Il y a bien une intention. Par exemple, la librairie une certaine librairie en ligne dont je ne citerai pas le nom peut avoir comme intention de maximiser les ventes des best-sellers ou au contraire de maximiser la visibilité d'ouvrages moins populaires. Donc ça, ces choses-là, si vous voulez, ce qu'on va chercher à maximiser ou minimiser, on peut le connaître. Ou un algorithme dont on pourrait se servir et dont certains pays se servent d'ailleurs pour automatiser la gestion des dossiers de demandeurs d'aide sociale, on peut aussi détecter que l'enjeu est de minimiser les dépenses publiques ou de maximiser l'accès à l'aide sociale de personnes qui peut-être sans cet algorithme n'y auraient pas accès. Vous voyez, donc il y a une politique, il y a toujours une politique. Voilà. Et justement, c'est une des choses que vous relevez également, qui intéresse beaucoup notre champ, en particulier Éric Laurent a beaucoup écrit sur ce point à propos des big data, justement, c'est que l'IA résulte finalement d'une privatisation du langage humain. C'est ça, ces données. Et elle accomplit tout à fait cette privatisation, puisque tout ce avec quoi c'est entraîné, ce sont nos productions humaines. Et quelles en sont les conséquences, justement, selon vous, de cette privatisation-là? Alors là, moi, je distinguerais, il y a plusieurs types d'IA. On aurait peut-être dû commencer par là. D'abord, il y a les IA à la papa, c'est-à-dire les systèmes experts, les IA sémantiques, qui ne font finalement qu'automatiser des processus cognitifs humains, mais sur base de règles qui sont introduites dans les machines et qui correspondent au savoir expert des différentes disciplines. Alors là, ce n'est pas nécessairement une privatisation du langage humain. Ce ne sont plus, généralement, quand on parle d'IA aujourd'hui, on ne parle plus de ces IA-là. On parle plutôt du machine learning ou du deep learning ou des IA génératives de type ChatGPT, etc. Alors, en ce qui concerne les IA génératives, effectivement, on pourrait se dire que là, c'est du plagiat automatisé. On peut se dire que finalement, que ce soit OpenAI ou ses concurrents, sans aucun scrupule, s'arroge le droit d'utiliser la totalité des productions des êtres humains numérisées pour générer de nouvelles productions, effectivement, par exemple, des photographies de personnes ou d'événements qui n'ont jamais eu lieu ou de personnes qui n'ont jamais existé. Donc, il y a effectivement une sorte de création, mais c'est une création qui n'est jamais rien d'autre que la recomposition au départ de fragments qui pourraient tout aussi bien être pour une grande part d'entre eux traités de déchets. Donc c'est du recyclage de déchets, parce que l'Internet est aussi une énorme poubelle, il faut bien dire ce qu'il est, pour
générer des choses nouvelles. Voilà, donc là, effectivement, il y a une sorte de, comment dire, une sorte de privatisation, ou plutôt de production. Le langage devient une sorte de, le résultat d'une production industrielle. Ce qui, moi, me semble poser problème sous l'angle du commun, parce qu'il m'a semblé que jusqu'à présent, en tout cas, le langage relevait essentiellement de ce qu'on pourrait appeler l'architecture du commun ou l'anarchitecture du commun. Alors, c'est, me semble-t-il, très important parce que, précisément, s'il n'y a que par le langage que nous pouvons désigner le commun, c'est précisément parce que le langage rate toujours le réel. Et que donc ça permet un rapport à un commun qui ne soit pas uniquement la simple juxtaposition du passé et de l'existant, mais d'un commun qui inclut aussi ce qui n'a pas encore laissé de traces numériques, c'est-à-dire aussi les générations futures. Paul Klee parlait du peuple qui manque, par exemple. Le peuple qui manque, c'est aussi les générations futures. Et donc, effectivement, concevoir le commun comme étant absolument irréductible aux traces numériques, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc là, vous voyez, il y a une sorte de clôture. C'est pour ça que la critique d'une clôture du numérique sur lui-même, c'est-à-dire de l'échu, des traces de l'échu. Et alors, quand on parle de l'échu, là, on pense que le numérique, vu que les données sont massives, on pense que c'est la seconde peau du monde et que c'est la totalité du monde, mais absolument pas. Alors, il faut savoir d'abord que le numérique, les enregistrements numériques ne sont pas des faits. Ce sont toujours le résultat d'un enregistrement passif des faits de rapports de domination antérieurs. Et donc, si vous voulez, tout ce qui est oublié, c'est la dimension historique, l'épaisseur historique des événements passés. Donc, quand on réduit le monde aux données existantes, qu'est-ce qu'on fait? On réduit le monde à l'archive numérique, expurgé de son historicité, et donc, au pur effet, ce qui, en fait, nous fait glisser, si vous voulez, d'un régime de normativité, les normes ne sont plus tellement repérables, vers un régime de facticité. Voilà. Alors, la facticité, c'est la pétrification du pur présent, dont on oublie l'historicité, dont on oublie la causalité, et là, il y a un point de contact entre la gouvernementalité algorithmique et le fascisme. Parce que le fascisme manifeste aussi cette caractéristique de fonctionner sur la facticité. Finalement, ce qui passe à la trappe dans tous ces calculs et données, calculs statistiques, c'est l'incertitude, comme vous disiez, c'est l'incomplétude qui est le lot humain. Oui, voilà. Alors, je dirais que c'est pas l'incertitude, mais que c'est l'indétermination ontologique. Oui. L'incertitude nous renvoie encore, si vous voulez, à une dimension épistémologique. Je pense que nous sommes au-delà de la dimension épistémologique. Il y a une incertitude qui est ontologique. C'est-à-dire que peu importe la quantité de données que nous pourrons amasser, peu importe la sophistication des calculs que nous pourrons faire, il y a quelque chose qui résiste. C'est ça. Cette indétermination ontologique qu'on trouve à différents endroits. On le trouve dans la physique quantique, on le trouve dans le sujet humain, qui est, à mon sens, dans ma perception du sujet, un être éminemment hétérochronique, c'est-à-dire qui n'est pas descriptible par sa pure présence, mais qui est toujours traversé à la fois par les réminiscences du passé, mais aussi des projets d'avenir, mais aussi par de l'autre, par de l'altérité, et au fond par de l'aliénation. Et peut-être que l'aliénation est quelque chose que nous devons plutôt embrasser aujourd'hui, plutôt que de revendiquer un contrôle absolu sur ceci ou cela, sur les données ou sur autre chose. Voilà.
Oui, je voulais encore vous dire autre chose. Enfin, beaucoup d'autres choses. Mais oui, sur l'incomplétude, précisément, oui. L'incomplétude, effectivement, est un enjeu. Il me semble que ces dispositifs, qui sont pour moi, ces dispositifs algorithmiques, tels qu'ils sont utilisés majoritairement aujourd'hui, se présentent comme des systèmes immunitaires du capitalisme, contre tout ce qui... Donc, du capitalisme et cette tendance à la totalisation, contre tout ce qui devrait le mettre en crise urgemment, c'est-à-dire l'indétermination précisément des sujets, du vivant, la normativité du vivant et son intelligence des limites, et le monde lui-même. D'ailleurs, à un moment, dans une de vos interventions, vous évoquiez le désir d'IA, mais sous le mode d'un désir de ne pas savoir du côté des humains. C'est paradoxalement, puisqu'on lui demande du savoir à la machine, mais en fait de se dessaisir de nos propres questions en les confiant à la machine. Et quelle est notre responsabilité, selon vous, face à ce moment que nous sommes en train de vivre ? Oui, alors, tout à fait. Au fond, quand on se remet à des machines qui nous permettent non plus de savoir quoi que ce soit, mais de devenir éminemment agiles et recombinants face aux émergences imprévisibles du monde, parce que c'est ça qui se produit. Ce à quoi on a affaire, c'est véritablement à une sorte de... Bon, d'abord, le pouvoir mute dans plusieurs directions, dans 2 directions au moins, mais il y en a probablement plusieurs. C'est-à-dire que on est face à une sorte d'ingouvernance, un renoncement à gouverner le monde et un acquiescement à être gouverné par la contingence. Une sorte d'absolutisation de la contingence dans laquelle finalement les décideurs qui optimisent plutôt qu'ils ne décident, c'est-à-dire qu'ils se laissent finalement influencer et qu'ils revoient constamment leur modèle en fonction de ce qui va arriver et qui n'a pas été prévu, eux deviennent éminemment agiles. Et si vous voulez, la contingence change de sens, alors que jusqu'à présent on pensait la contingence comme ce qui limite l'expansion de l'action intentionnelle. Ici, la contingence devient au contraire une occasion d'étendre l'action intentionnelle, y compris sur ce à propos de quoi nous n'avons aucun savoir. Donc ça ne produit aucun savoir, mais ça génère des espaces spéculatifs dans lesquels les puissants s'engouffrent et qu'ils farcissent de promesses. Je pense évidemment à Elon Musk, par exemple, qui est l'exemple type de ce genre d'hyper-agent, au fond, qui voit son agencivité élargie par la contingence. Mais par contre, si vous voulez, pour eux, ça leur permet de faire jouer la contingence et l'indécidabilité à leur profit, alors que ça met tous les autres dans une situation de précarité, de précarité parfois extrême, en tout cas plus compliquée. Pourquoi ? Parce que dans ces dispositifs, dans cette manière finalement, cette sorte de facticité, une facticité éminemment plastique aussi, qui est apprenante et donc qui s'adapte à la sauvagerie des faits, finalement les métriques à l'aune desquelles nous sommes évalués, à l'aune desquels donc vont se décider nos mérites, nos besoins, la désirabilité de nos comportements ou au contraire la nocivité de nos prises de risques. Toutes ces métriques ne sont pas décelables, ne sont pas reconnaissables subjectivement, ni collectivement, ni discutables. Elles deviennent hyperplastiques et dépendantes des comportements de tous les autres. Et donc, ça nous met en compétition les uns avec les autres à l'échelle du phéromone numérique. Donc ça, c'est une très grande précarité qui transforme les sujets en agents éminemment recombinants. Mais alors, quelle serait la réponse éthique ? Alors, la réponse éthique... Vous parliez du réel tout à l'heure, nous, ça résonne pour nous qui étudions Lacan. Et donc, voilà, est-ce que ce serait reprendre le pouvoir sur les algorithmes, par exemple ? Est-ce que ce serait consentir à ce que le réel nous gouverne ? Voilà. Alors, je pense ni l'un ni l'autre. Voilà. Alors. Ni l'un ni l'autre. Reprendre le pouvoir, non. Le pouvoir, c'est un pouvoir que nous n'avons jamais eu. Et reconnaître que nous n'avons jamais
jamais eu le pouvoir. C'est une bonne chose que personne n'a jamais eu le pouvoir sur le réel. C'est une chose, c'est la base. Ensuite, je pense qu'il faut se défaire d'un certain nombre de mythes et surtout réouvrir, recréer de la différence avec EN et avec AN entre des concepts qui ont été finalement repliés l'un sur l'autre de manière à nous faire croire que le réel, avec un grand R, serait tout d'un coup, par miracle, devenu calculable. Voilà. Alors, c'est quoi comment dire, ces réductions, finalement, de terme à terme? C'est par exemple la réduction du public à l'audience, la réduction de la justice ou de la juste mesure à la haute résolution, la réduction du peuple à sa représentation actuelle ou à sa représentation numérique. La réduction... C'était déjà présent dans le sondage, d'une certaine manière. Voilà, mais c'est encore plus fort maintenant parce que c'est en haute résolution. La réduction, enfin, toute une série de réductions, la réduction de la vie au code génétique ou à l'ADN, la réduction du travail à l'emploi. Vous voyez, est-ce que ça se stoppe, ça? Oui, ça se stoppe à condition de... Ça va courir dans le monde maintenant. Nicolas Georgescu-Roegen faisait une distinction très intéressante. Il disait il y a des concepts qui sont, alors c'est un gros mot, arithmomorphiques. Les concepts arithmomorphiques sont ceux qui désignent des entités qui sont très clairement définies les unes par rapport aux autres et qu'on peut très clairement distinguer. Et puis, ceux-là sont calculables. Et puis, il y en a d'autres qui sont tous ceux qui importent fondamentalement aux êtres humains, qui sont des concepts fondamentalement dialectiques. C'est-à-dire qui ne préexistent pas, qui n'ont pas de contenu avant leur mise en discussion. C'est-à-dire qui émergent finalement... mais en dernière instance, c'est-à-dire peut-être jamais, de leur mise en discussion. Par exemple, la justice, par exemple, la beauté. Tous ces concepts-là sont des concepts qui, par définition, ne sont pas trouvables dans des données, ne sont pas réductibles à des calculs. Et donc, si vous voulez, mais réouvrir l'espace, qui est aussi l'espace du politique. Par exemple, le rapport entre signifiant et signifié, mais je parle sous votre contrôle de psychanalyste, me semble-t-il, pour Saussure, comme peut-être chez Lacan, était un rapport, c'était pas tellement un rapport, c'était plutôt une résistance. Vous voyez, réouvrir cette idée d'une sorte de résistance infranchissable entre les concepts arithmomorphiques et les concepts dialectiques. Bon, merci beaucoup. Absolument passionnant. Merci beaucoup, chère Antoinette Rouvroy. Votre propos ne devrait pas s'arrêter là. Néanmoins, nous allons devoir faire place à notre rubrique Actualité de la psychanalyse. Et pour ça, nous allons accueillir Caroline Doucet, qui va intervenir sous le titre, qui est une citation de Jacques-Alain Miller, « Il y a toujours quelque chose de plus à dire ». Ah, génial. Bonjour Caroline Doucet. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous exercez à Rennes et vous allez nous parler du rapport entre parole et vivant, finalement de ce qui manque à la machine. Oui, j'ai choisi de mettre en exergue cette citation de Jacques-Alain Miller, « Il y a toujours quelque chose de plus à dire », qui est extraite d'un article sur la psychanalyse parmi les sciences. Et il me semble que c'est une phrase qui indique, selon moi, vraiment ce qu'il en est, au moins pour une part, de l'éthique du vivant pour la psychanalyse, au moment où cybernétique et capitalisme s'associent et que l'on assiste à ce que vous avez appelé ailleurs, Antoinette Rouvroy, un mépris absolu du vivant. Car la modélisation scientifique du monde, basée sur le décryptage des lois de la nature, fondée elle-même sur des symétries et des invariants intrinsèques, eh bien, s'applique désormais à tous les domaines de la vie humaine, qui est de fait alors réduite à une donnée statistique. Les conditions anthropologiques de la vie s'effacent à présent à vitesse grand V,
au bénéfice d'une gouvernance algorithmique des corps que me semble-t-il le pouvoir foucaldien, biopouvoir foucaldien aurait eu peine à imaginer. Bon, pourtant, si le règne du vivant est divers, quelle est la spécificité du vivant humain? Alors l'humain est un être de langage et cette spécificité implique, concernant l'humain, que pour être vivant, il faut le langage. Cette spécificité situe également l'humain dans le registre du non-rapport, dans le registre de l'impossible, de l'indétermination, dans le registre de la contingence. Ça implique aussi de considérer qu'il y a un trou fondamental, irréductible, au cœur de la subjectivité humaine, que Freud nomme l'inconscient, et cet inconscient est la conséquence de l'insertion dans le langage. Lacan utilisait l'expression non-rapport pour définir la relation entre les sexes. Il me semble qu'on peut étendre cette expression à tout ce qui ne colle pas chez l'humain, et en particulier à cet écart entre le réel de la vie, c'est-à-dire la chair qui palpite, et l'être parlant. Au fond, c'est que du point de vue de la subjectivité, du point de vue de l'humain, un travail est à faire pour s'approprier la vie qui est décernée par le langage et pour se sentir vivant. Ça passe nécessairement par l'établissement d'un lien à l'autre. Ça s'instaure, ce lien, dans les prémices du langage. C'est pourquoi Lacan a pu dire que l'humain a sa condition dans l'autre. L'humain dépend de l'autre pour assurer sa survie, mais également pour trouver un sens à son existence auquel est corrélé le désir de vivre, dont chacun sait que ce désir est fluctuant, voire même qu'il peut s'éteindre dans certaines circonstances. Et donc on mesure que la vie humaine n'a rien de naturel, que le rapport à la vie d'un sujet dépend justement de ses conditions d'existence. Absolument, c'est-à-dire ces conditions qui ne sont pas seulement biologiques, économiques ou sociales, mais au plan psychanalytique, qui concernent la façon dont s'est institué pour un sujet le sentiment de la vie, la façon dont il est parlé par l'autre. Il est frappant de repérer aujourd'hui, de relever l'augmentation des symptômes qui témoignent d'une perte du sens de la vie, dans un moment notamment où l'existence est réduite à sa dimension chiffrable, comptable. Eh bien, il est logique pour un certain nombre de sujets de se sentir en trop. Je dirais que nous sommes des êtres sociaux. Vivre nécessite d'exister dans le désir de l'autre. Ce désir se manifeste, s'incarne dans la présence de corps, mais aussi dans une attention fine portée aux mots échangés que la cybernétique ne saurait proposer. Le langage humain n'est pas une abstraction. Il est ancré dans le corps lui-même étant fait de cette étoffe langagière. C'est pourquoi parler, la parole vivifie. L'homme parle avec son inconscient, il parle avec son corps. Et la particularité, c'est que dans le langage humain, l'imaginaire brouille le discours qui est impur, c'est un terme de Lacan. Il est impur, faute justement de programmation. Laisser parler l'inconscient amène non seulement des changements signifiants, des créations verbales, mais aussi le sujet en disant plus que ce qu'il veut dire. Il est surpris par ce qu'il dit, donc sa position subjective se modifie et à travers son dire, des effets de désir se produisent. Les mots portent le désir indispensable à la vie. Un sujet est changé par son dire. Lorsqu'adressé, il reçoit de l'autre son propre message sous une forme inversée. Si la conversation est consubstantielle à la vie humaine, la particularité en analyse, c'est qu'on dialogue dans la langue de l'inconscient, de celui qui vient nous rencontrer. Alors, seriez-vous d'accord de dire que la psychanalyse ne promet pas le bonheur, mais un désir de vérité qui change, qui permet de changer le rapport
au monde du sujet. Absolument, absolument. Freud avait d'ailleurs indiqué que la psychanalyse tient son originalité de toujours faire place à une nouvelle vérité. C'est-à-dire que concernant la vérité, il y a toujours quelque chose de plus à dire. Pour la psychanalyse, je complète un peu cette citation de Jacques-Alain Miller, la vérité n'est pas toute, elle n'est pas une, la vérité est toujours autre. Et s'il y a bien quelque chose qui est à soutenir dans la rencontre avec un patient, et je dirais même que nous gardons de nos analyses, c'est un désir de vérité quant à la jouissance. La valeur d'une existence, ne se chiffre pas, c'est un peu pareil, la valeur d'une existence ne se chiffre pas, a pu dire Christiane Alberti, qui est présidente actuellement de l'Association mondiale de psychanalyse. La valeur d'une existence ne se chiffre pas, dit-elle, elle s'éprouve. Elle ne peut donc que se dire. Aujourd'hui, il me semble qu'en squeezant la parole, en annulant le dire, on fait taire l'inconscient. Or, comme a pu indiquer Jacques-Alain Miller, en faisant taire l'inconscient, on exacerbe la pulsion de mort. Je dirais aussi qu'on exacerbe le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, ainsi que quelque chose qui me semble très important, ainsi que l'angoisse de la fin du dialogue. A contrario, une analyse permet de sublimer sa vie et de trouver place à partir de sa singularité dans le lien social. De même que le mal, le sublime a sa contagion, disait Balzac. J'ai trouvé cette phrase formidable. C'est pourquoi, face à la dévalorisation accélérée du vivant, il est urgent de diffuser le goût de la parole analytique, car la psychanalyse, je dirais, est à portée de main pour tout un chacun. Bon, merci beaucoup. Voilà, en effet, l'actualité brûlante de la psychanalyse. Merci à vous deux. Ainsi se clôt notre émission. Rendez-vous pour Studio Lacan la semaine prochaine.